Bonjour et bienvenue dans Future Leaders que vous retrouvez sur Madines. Madines, le média numéro un de l'innovation et de l'entrepreneuriat en France. Et Future Leader, c'est ce podcast dans lequel on met en avant les entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent le monde de demain. Dans ce numéro, Souridet Intavang a choisi de faciliter l'achat de voitures d'occasion grâce à la tech et grâce à l'IA prédictive. Et il nous parle donc de la plateforme iMove. Le futur leader du jour, c'est donc toi, Souridet. Merci d'être là. Tu vas nous raconter comment tu as réussi à mêler automobile et tech. Alors, l'automobile, déjà, comment t'en es arrivé là? Alors l'automobile d'abord c'est une passion, hein, donc j'ai réussi à mêler justement tech et passion. Donc d'un côté mon métier, hein, la digitalisation des processus métiers, hein, c'est toujours ce que j'ai fait depuis ces 10 dernières années et la passion pour l'automobile, hein, tout simplement. Donc depuis tout jeune en fait, je suis passionné d'automobile et je change régulièrement de voiture. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Monter une entreprise, c'est quelque chose que tu connaissais déjà. En fait, tu as eu d'autres expériences d'ailleurs et tu as même monté une entreprise au moment du franc, je crois. Oui, c'était encore des francs et c'était pratiquement, alors c'était une expérience très, on va dire, très magique, on va dire, parce que c'est, quand on est gamin, on rêve de monter une entreprise avec, quelque chose qui nous passionne. À l'époque, j'étais passionné d'informatique et le réseau Wi-Fi commençait à arriver, donc du coup, sur toute la France, le monde, Mm. l'Europe et avec mon frère, on traficotait un peu, dans le garage, comme on peut dire et on s'est dit: «Tiens, c'est bizarre que, tout le monde, en fait, utilise du fil alors qu'il existe du réseau sans fil». Donc pourquoi pas, trouver un moyen, en fait, d'équiper les gens, en fait, en réseau sans fil? Donc c'est plutôt pratique Mm. de se balader avec un ordinateur portable sans avoir le fil RJ45 qui est collé sur son PC. Ni l'une, ni d'une, ni deux. En fait, on avait un client, chez nous, je travaille dans une boutique d'assemblage qui était expert comptable et qui a servi de bêta-testeur dans son Mm. cabinet, tout simplement. Euh, il a trouvé l'idée magique. Il a dit, tiens, dans mon cabinet, on est 17. Est-ce que tu pourrais pas nous le mettre dans notre cabinet? Donc, je me suis déplacé dans son cabinet et j'ai commencé à mettre du réseau Wi-Fi dans son cabinet et tout le monde était content. Donc, le réseau était fonctionnel et on s'est dit, tiens, allez, c'est parti. Et là, il m'a dit, tiens, c'est le nouvel an, j'ai une soirée avec des amis en Suisse. Est-ce que ça ne te dirait pas de venir? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés là-bas. Donc on y va avec des amis, avec mon frère. On passe le nouvel an là-bas, le réveillon. Et en pitchant, donc je ne savais pas ce que ça s'appelait, mais ça s'appelait un pitch. Donc voilà, j'ai pitché mon idée donc à l'ensemble des convives de la soirée. Et il s'avère que tout le monde était du coup ébahi de ce projet. Et on a récolté 250 000 francs à l'époque, comme ça, en une soirée. Donc tout le monde Ah en oui, fait une a levée de donné. fonds sans le Voilà, en vouloir, fait en on a fait. levé ce qu'on appelle aujourd'hui la love money. Oui. Du coup on l'a levé ça en une nuit. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, maintenant, on était un peu coincé. On a monté la boîte. Et donc, on a monté la boîte. Et voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à vendre du réseau sans fil un peu à tout le monde. Mmh. Donc entrepreneur malgré toi, mais ça t'a plu et tu as découvert, justement que tu pouvais changer les choses. Exactement. Le, projet du moment, c'est donc, iMove. Alors c'est une plateforme, hein, un vérificateur d'annonces, en ligne, pour, les annonces automobiles qui intègre de l'IA. Elle est, fonctionnelle depuis, 1 mois maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Toi, tu veux en faire le Nutri-Score de l'occasion, c'est-à-dire qu'effectivement, le client, l'acheteur de voiture va avoir vraiment, un descriptif précis de sa voiture et de ce qui peut lui arriver, dans les prochains mois grâce à l'IA. C'est ça. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire un tiers de confiance, hein, tout Mmh. simplement. Un passage obligatoire avant d'acheter un véhicule, donc se rassurer. Aujourd'hui, quand vous cherchez à acheter un véhicule, du coup, vous allez chercher, une fois que vous êtes arrêté sur le modèle, hein, donc la marque, le modèle, la finition, votre usage, hein, tout simplement, eh bien, vous avez envie de vous rassurer avec, pour savoir justement si ce véhicule va être fiable dans la durée, si c'est un achat périn, si il n'y a pas de vis cachée. Voilà, toutes ces informations-là, en plus de l'historique du véhicule, c'est très important pour un utilisateur et un
acheteur, un futur acheteur. Et la technologie derrière, c'est de l'intelligence artificielle, mais prédictive. Comment on fait de l'IA prédictive? Alors, comment on fait de l'IA prédictive? Bon, déjà, c'est très compliqué, donc on ne peut pas rentrer vraiment dans les détails réellement de l'IA prédictive, parce qu'en fait, nous, on utilise un LLM. Hein, tout le monde sait maintenant ce que c'est qu'un LLM avec l'avènement de ChatGPT, mais on ne va pas utiliser qu'un LLM. En fait, nous, on a des algorithmes. On a du code, donc ça revient à donner la recette secrète, mais on a déposé un brevet, donc voilà, en cours actuellement, qui nous permet en fait de prévoir grâce à de la big data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise de l'IA, en fait, on va dire pour rendre plus simple en fait la compréhension du rapport. Mais en réalité, en fait, c'est de la big data qui est derrière. Derrière, en fait, on va se connecter à plusieurs API qui vont nous permettre de récupérer de l'information, des sources d'information, nos propres données, en fait, Mais qu'on c'est a des constituées. informations de garage, par exemple, qui ont eu des problèmes, enfin, qui ont réparé des voitures. Donc, tu vas savoir que tel constructeur a plutôt des problèmes après, je ne sais pas, 7 ou 8 ans de vie. C'est ça. En fait, ça peut être des données de garage, bien entendu, via des partenariats, mais ce n'est pas l'essentiel de nos données. L'essentiel de nos données, en fait, elles viennent déjà de l'historique, c'est-à-dire qu'on peut se baser sur des enquêtes Que Choisir, par exemple, qui se sont passées. Ben, du coup, c'est une donnée publique. On a aussi toutes les données de l'État. En fait, il y a un site qui est très bien fait, qui est data.gouv, hein, qui nous permet de récupérer de la donnée sur des véhicules d'occasion anonymisés. Donc, du coup, on va pouvoir faire des statistiques dessus, hein, tout simplement. Donc, sur un modèle précis, on va savoir exactement quelle panne a été récurrente. Donc, toute cette donnée-là, on va l'agréger. Une fois qu'elle est agrégée, en fait, on va éliminer aussi le bruit, parce qu'aujourd'hui, quand vous récupérez de la donnée sur Internet, bah, vous n'êtes pas sûr qu'elle soit fiable à 100%. C'est-à-dire que si vous récupérez une donnée Est-ce que ça va avoir les forums, par exemple? Parce que dans les forums, il peut y avoir il y a un peu de tout, effectivement. Il y a des passionnés, mais il y a aussi des gens, on n'est pas sûr c'est pas fiable. Eh bien, quand vous arrivez sur un forum, vous pouvez tomber sur des haters, vous pouvez tomber sur, par exemple, une personne qui ne va pas aimer tel ou tel modèle, quelqu'un qui a eu un problème et qui est isolé. Alors nous, on va réduire en fait ce bruit grâce à notre système de validation justement qui va éliminer en fait ce genre d'incohérence tout simplement. Et on va en fait du coup pondérer toute cette donnée. Si par exemple vous avez eu 15 fois ce problème sur ce modèle, c'est peut-être pas assez, voilà, conséquent pour dire tiens, ce problème il a eu alors qu'on a vendu 400 000 véhicules. Par contre, s'il y a eu une dizaine de milliers de véhicules dans le même cas, forcément ce problème, en fait, notre algorithme il va le repérer, il va faire une corrélation et il va le mettre dans les problèmes possibles. Est-ce que l'intelligence artificielle d'iMove peut révéler ce que le vendeur veut cacher à propos de son véhicule? Eh bien, c'est le but. Le but, c'est de rééquilibrer justement cette asymétrie des données entre vendeur et acheteur. Aujourd'hui, on sait que le vendeur possède 10 fois plus d'informations que l'acheteur. Et nous, en fait, avec un rapport iMove, ça permet de rééquilibrer les choses, tout simplement. C'est une information précieuse, effectivement, pour l'acheteur. Comment est-ce que tu as pricé ça, en fait? Parce que le business model, c'est de faire payer le rapport que l'acheteur va trouver sur ton site. Est-ce que, oui, comment tu te dis, ça vaut ce prix-là, ce que je fais? Alors, comment ça vaut ce prix-là? En fait, aujourd'hui, on ne va pas réinventer le marché, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui existe. C'est-à-dire que quand on arrive sur le marché, on a des concurrents. Donc aujourd'hui, quand on s'est mis sur ce marché, on s'est dit, tiens, c'est à peu près que le prix que ça coûte. Donc on se base sur la concurrence, ou on se base sur le marché, et on se dit, tiens, les gens sont prêts à payer ce prix-là pour obtenir en fait une sorte de tiers de confiance sur en fait, un papier qui va vous permettre en fait, de savoir tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est prédictif, hein. Là, on a parlé en fait de la partie vraiment, on va dire, historique, mais la partie prédictive, c'est aussi de se dire, tiens, j'achète mon véhicule à 73 000 km, eh bien, à 85 000, par exemple, je vais avoir une vidange, combien ça va me coûter? À 90 000, je vais avoir la grosse révision, je vais devoir changer la bougie, je vais devoir veiller à voir s'il n'y a pas de problème avec la boîte de vitesse, par exemple, automatique. Et ben voilà, toutes ces choses-là, en fait, on va vous le donner. Ça permet de dire, tiens, quand j'achète ce véhicule, à ce moment précis, je sais exactement le cycle de vie du véhicule et je vais savoir exactement combien ça va me coûter là, aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an. En fait, on va donner en fait, beaucoup d'éléments
prédictif à notre... Mais le tiers de confiance, ça marche par exemple pour le Nutri-Score ou alors même le DPE dans l'immobilier. C'est institutionnel en fait, c'est l'État qui demande ça. Là, si tu te fies en fait au fait que l'acheteur va, selon son bon vouloir, acheter le rapport, est-ce qu'il vaut mieux pas aller du côté des plateformes et des revendeurs pour intégrer ça dès l'annonce en fait? Bah alors, en fait, c'est exactement c'est pas un pivot parce qu'on l'avait déjà imaginé. Donc, c'est notre business, en fait, il est dual. C'est-à-dire qu'on a les particuliers d'un côté, donc ils viennent naturellement, hein, ils cherchent des informations, donc ils tombent sur notre site. Et là, bah, du coup, ils disent, on va faire un rapport de fiabilité. Oui, mais il y a toujours Voilà. celui qui ne voudra pas payer parce que voilà, ça coûtera trop cher. Quoi qu'il arrive. Exactement. Et puis d'un autre côté, on commence à avoir donc des institutions. Hein, donc on va dire ce qu'on appelle les institutions, c'est du coup les assureurs. Voilà, ça c'est un peu des acteurs historiques, des gros concessionnaires aussi qui vont vouloir rassurer du coup leurs clients pour les concessionnaires par exemple, mais peut-être avoir apporté une grosse valeur ajoutée chez les assureurs. Aujourd'hui, on est approché par de gros assureurs qui voudraient l'offrir directement à leurs clients, à leurs sociétaires, par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce que on va dire qu'on rentre dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le client, avant d'assurer son véhicule, il va checker son véhicule, forcément, s'il voit que le véhicule est plein de problèmes, il aura tendance à moins vouloir l'acheter et se rabattre sur un modèle plus fiable. Donc déjà, c'est de la valeur ajoutée pour l'assureur qui va proposer ce service de fidélisation, en fait, tout simplement. Et puis, mécaniquement, s'il achète un véhicule avec moins de problèmes, mécaniquement, ça va faire baisser les pannes. Donc forcément, ça touche directement au portefeuille, cette fois, des assureurs. Oui, donc effectivement, le but, c'est d'aller chercher des partenariats. Et le but, c'est aussi d'aller en Europe et d'aller se développer justement dans d'autres pays européens. Là, l'avantage du modèle, c'est que vous voyez bien qu'il est assez facilement scalable. Après, il y a des spécificités sur des pays. En fait, il y a des pays qui ont un peu leur législation locale, forcément. Mais après, on a identifié déjà des pays qui sont très, très facilement duplicables, comme la Belgique, où déjà, on a déjà une bonne culture de on va dire, de ce tiers de confiance. On a aussi l'Espagne, on a le Portugal. On a vraiment beaucoup de pays qui sont déjà très facilement duplicables pour ce modèle. Et là, les ambitions, parce que la plateforme a 1 mois, à 2 ans, 3 ans, où est-ce que tu la vois? Eh bien, voilà, on vient de parler de scalabilité. En fait, c'est ça l'idée, c'est de scaler tout ça pour l'Europe déjà dans un premier temps, sachant que les États-Unis est un marché un peu déjà maîtrisé par un acteur clé qui existe depuis des années aussi, qui est déjà partenaire de tous les concessionnaires. Se concentrer déjà sur l'Europe, c'est un peu plus de 30 millions de véhicules aujourd'hui d'occasion. Donc ça permet déjà de se concentrer sur un marché qui est déjà dynamique et qui est prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas s'attaquer à un marché en fait qui est encore qui n'a pas besoin en fait de rapports de fiabilité parce qu'ils achètent beaucoup, par exemple, du neuf. Aujourd'hui, nous, en France, c'est 3/4 en fait des véhicules vendus en France, c'est de l'occasion. Oui, parce que finalement, notre parc automobile, il vieillit en fait plus qu'il ne rajeunit, malgré effectivement la tendance à l'électrification qui pousse aussi. Tu dois avoir quand même dans ce métier, dans cette activité, des haters parce que tu favorises l'automobile alors qu'il y en a certains qui veulent l'éliminer. Comment tu fais? Oui, alors on a presque envie de dire que oui, il y aura toujours des haters. Voilà, moi-même, en fait, je roule très peu et quand je roule, j'ai une voiture électrique. Mais on ne peut pas se passer non plus d'un véhicule. Et puis, on est quand même dans une démarche d'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on essaye de recycler un des véhicules. C'est-à-dire que si vous achetez un véhicule aujourd'hui d'occasion, vous n'en produisez pas un neuf. Donc, et là, le fait de redonner confiance au marché, on va avoir plus tendance à se dire, tiens, si ce véhicule est fiable, pourquoi je l'achèterais neuf alors que je peux l'acheter d'occasion avec du coup autant de fiabilité qu'un véhicule neuf. L'idée, c'est vraiment de donner la même garantie, pas par les mêmes moyens, mais la même garantie à un véhicule d'occasion que comme s'il sortait du garage avec une garantie de 24 mois d'un constructeur. Et justement, mêler économie circulaire et tech, c'est quelque chose qui te tenait à cœur dans ton activité? Oui, on parle toujours d'économie responsable, d'éco-responsabilité, de démarche RSE, on entend parler. Je pense qu'aujourd'hui, cette démarche-là,
quand on entreprend à cette époque, on est obligé d'en prendre acte et puis on va dire, d'être dedans, tout simplement. Parce que, en fait, la démarche en elle-même, elle devient naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me suis pas forcé à faire de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, en Tu as réalité, été poussé vers ça. on est poussé vers de l'économie circulaire. Oui, Et parce ça que marche. Et ça marche. oui, parce qu'à la fois, tu avais l'idée et puis tu le vois qu'il y a ce besoin, de la part, Mm. de l'opinion et de la population. Oui, et puis en plus, avec une neuf aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher. Donc c'est pour ça que la location longue durée ou la location avec option d'achat, du coup, se démocratise aussi. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de mettre 300, 400 euros par mois, en fait, pour un véhicule qui leur appartiendra pas et qu'il faudra rendre, en fait, dans 2 ans ou dans 3 ans, et où il faudra en plus payer, en fait, une sorte de taxe de restitution, parce qu'on devra encore réparer la carrosserie, etc. Mais ça devient très cher. En réalité, c'est un marché qui bénéficie beaucoup. Bon, je vais me faire des ennemis aujourd'hui, mais qui bénéficie beaucoup aux constructeurs, forcément. Ouais. La LLD et la LOA, c'est très bénéfique pour eux, mais en réalité, ça fait construire beaucoup de voitures et du coup, qui se retrouvent dans un parc d'occasion qui se vendent. Mais justement, j'allais te demander, les professionnels de l'automobile, comment ils accueillent ta solution? Parce qu'ils peuvent se dire qu'effectivement, ça va à l'encontre de leur business. Donc, est-ce qu'ils sont plutôt réticents, pas tellement ouverts à ce progrès-là? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a Oui, tout. évidemment. Oui, effectivement, il y a les deux, parce que nous, en fait, on a trois plateformes. On a iMove Expert, donc pour les particuliers, iMove Pro, donc du coup pour les professionnels, et Voiture Idéale pour trouver une voiture si vous n'avez pas d'idée de voiture. Si on se concentre sur iMove Pro, donc qui concerne les professionnels, c'est une solution en fait qui va les aider dans leur reprise au quotidien. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un particulier, vous voulez faire reprendre votre véhicule, vous allez chez un professionnel parce que vous voulez pas avoir d'ennui avec la vente, etc. Pas de paperasse, on le donne aux professionnels. Effectivement, on va le vendre moins cher que si on le mettait sur une plateforme de vente traditionnelle. Mais par contre, on s'enlève des ennuis. Le professionnel, lui, en fait, il va récupérer le véhicule, il va faire, du coup, il va checker le véhicule et il va reprendre le véhicule. Aujourd'hui, comment il fonctionne? Quand c'est un véhicule exotique, c'est-à-dire ce que j'appelle exotique, c'est les nouveaux, vous voyez, en fait, on a beaucoup de véhicules qui sont importés de Chine, par exemple, que personne ne connaît, hein. D'ailleurs, même les concessionnaires, nous on discute avec les concessionnaires, en fait, ils ne les connaissent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leurs collègues, est-ce que tu en as eu un? Jusqu'à qu'ils en trouvent un qui en a eu un. Parfois, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la marque elle-même, la marque du véhicule qu'il veut reprendre, qui ne concerne pas du tout son parc, et il dit, tiens, combien tu me la sécurises? Là, du coup, le concessionnaire qui détient la marque va dire, tiens, si jamais tu ne la revends pas, moi, je te la reprends tant. C'est comme ça en fait qu'il reprend le véhicule. Sauf que en reprenant un véhicule de cette façon-là, il n'optimise pas du tout sa marge. En fait, c'est-à-dire qu'il prend un risque, il ne sait pas trop combien il va le vendre, il ne sait pas comment le coter. Tous les outils d'aujourd'hui en fait sont faits pour de l'antériorité. Donc en fait, ils n'ont aucune antériorité, ces véhicules, vu qu'ils arrivent sur le marché. Et nous, en fait, l'avantage de notre solution, c'est qu'on va aller faire du temps réel sur le marché. C'est-à-dire qu'on va aller débusquer ce véhicule qui est assez rare et on va se dire, tiens, on est capable, nous, de dire à cet instant précis, aujourd'hui ou dans la semaine, ce véhicule s'est vendu à 20 km de chez toi à ce prix-là. Oui. On est capable, en fait, d'aller lui donner des informations aussi précises que ça. Et maintenant que la techno est au point, la plateforme aussi est sortie, combien vous êtes chez iMove et sur quoi vous concentrez vos efforts? Alors, on est 6 aujourd'hui. Donc, on a une personne qui est dédiée partenariat grand compte, hein, qui est Aldric. On a Damien qui s'occupe de tout ce qui est partenariat avec les concessionnaires auto, les auto-écoles, les centres de contrôle technique. On a Léa qui s'occupe de la com. On a Camille qui développe notre intelligence artificielle, donc qui développe le LLM. Et Mickaël qui s'occupe de toute la partie coordination, chef de produit. Et en fait, toutes les nouvelles features, toutes les nouvelles fonctionnalités du produit sont gérées par Mickaël. Merci beaucoup, Souridel, pour cet entretien et de nous avoir présenté aussi iMove et nous avoir plongé dans ce monde de l'automobile. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Future Leaders. À bientôt sur Madines.